Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça va être le premier podcast sur ma chaîne YouTube et j'ai le plaisir du coup d'accueillir Jean Honche de la chaîne Jean Honche le Musclé. Salut à Euh, tous. du coup, ça va être plus pour la forme. Je vais te demander de te présenter. Je pense que les gens ils vont surtout se demander qui je suis, mais bon, pour la forme, je te laisse te présenter. Du coup, moi, ça fait là 10 ans que je fais de la muscu. Donc, je pense que je suis un bon client pour toi. Vu que j'ai expérimenté un peu toutes les blessures possibles et imaginables en muscu. Donc, Hmm. et puis, à côté, pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne YouTube consacrée à la musculation. Vraiment orientée bodybuilding. Donc, mais qui mêle humour et connaissance, quoi. Donc, Hmm. voilà. Ouais. Ouais, je pense que la plupart des gens qui verront ce podcast connaîtront déjà la chaîne et ton Ouais, ouais, travail. ouais. Bon, du coup, je vais faire une rapide présentation de moi quand même pour ceux qui me découvriront via cette vidéo. Voilà, donc moi, je m'appelle Michael Clément, je suis kinésithérapeute. J'ai aussi une chaîne YouTube où je parle. Bon, j'ai fait surtout des vidéos d'anatomie jusqu'à présent. Là, en plus, du coup, il y aura ce podcast. Et en fait, on est là pour compléter un petit peu la vidéo qu'on a sortie tous les deux sur ta chaîne qui Ouais. traite des tendinopathies. Ouais. Vidéo où Et on a bossé pendant un an. d'arrache-pied, Il sans y a eu, pause. il y a eu des petites coupures quand même. Mais on a quand même bossé pas mal, hein. On a fait plusieurs fois la synthèse, on a plusieurs fois relu. Ouais, On a fait un même truc de ouf. organisé. Ouais, ouais, vraiment pour les scripts et tout. Puis du coup, là, j'ai vu quelques passages du montage. Ah Ça va bien envoyer. ouais, Ça va être ouais, ouais. pas mal, hein. Je pense franchement que les gens, ils auront pas attendu pour rien. Ouais, c'est ça, ouais. Ah c'est le plus important, quoi. Ouais, ouais. Franchement, ça va être une belle vidéo. Ouais, Bon, du coup, on va essayer dans cette vidéo, pour compléter un petit peu l'autre et parler un peu plus de cas concrets, faire des cas pratiques, être un peu moins dans le général. On va essayer de retracer un petit peu, toi, tes blessures, notamment tes tendinopathies. ouais. Donc, je te laisse nous parler de certaines de tes blessures, les causes, enfin, si tu en as déterminé certaines, les conséquences que ça a eu sur ton entraînement, Ouais, comment tu les as traitées, et comment maintenant tu essayes de les prévenir, du coup. ouais j'arrive assez bien maintenant à les prévenir quand même. Ma première tendinopathie, c'était au biceps distal, c'était, celui-ci, le droit, du coup. Et là, je pense que c'était plus lié à une mauvaise alimentation, parce que j'utilisais des charges que j'utilise pas maintenant, j'étais beaucoup moins Hmm. fort, c'était vraiment au bout de 2 ans de muscu, quoi. Et comme à ce temps-là, la diète, je faisais juste attention à manger suffisamment de protéines, c'était pas une diète non plus très très bonne, quoi. Et donc ouais, j'avais réussi quand même à avoir vraiment une douleur, genre une bonne inflammation, quoi. Alors que je Hmm. pense que mon biceps il était sain au final, hein, mais je me souviens du coup à ce temps-là je faisais encore des études de sport et on faisait du volley. Et au moment où je faisais les services comme ça me faisait trop mal. Mais pour finir, je me suis senti mal en fait. J'ai commencé à avoir des sueurs froides tellement la douleur elle me lançait dans le Ah oui. biceps. J'ai dit au prof ouais c'est bon j'arrête, j'ai trop mal. Et au final c'est Ouais, parti au bout de 2 semaines parce que je faisais plus les biceps. Je me suis dit bon, je vais attendre que ça parte et c'est parti comme ça parce que bon à ce temps-là j'y connaissais beaucoup moins. Donc bon, c'est parti. ok. Une première blessure, ouais, tendinopathie au niveau distal Ouais, du biceps. Au c'était final, souvent les c'est biceps, peut-être c'est mes biceps qui ont été le plus souvent. le point faible. Ouais. Ok. Ils sont courts, donc je pense que c'est un facteur aggravant. Et du coup, Le c'est fait pour qu'il y ça a que tu beaucoup de fais du, tendons. du strict curl. J'ai failli perdre mon coude. Ouais. Ok. Donc ça, c'est la prévention que tu as mis en place, du coup, sur ce... Ouais, ouais, histoire. Au moins, comme ça, j'ai pas mal pour rien. Là, Ouais, tu sais pourquoi t'as mal. Si là. Avoir mal au volet, ça faisait un peu chier, donc du coup, tu t'es dit, bon, voilà, Ouais, ouais, si il me j'ai mal au défonce le moins, strict bon. curl. Ok. Donc ça, en fait, t'as pas fait grand-chose. Au final, c'est un Ouais. peu passé tout seul. Ah Ok. ouais, ouais. Et, ok. Bon. Cela, après, et c'est jamais revenu sur celui-là, du coup? Si j'ai eu sur les deux biceps, c'est revenu plusieurs fois. Puis c'est justement celui-là où j'ai eu mal au coude avec la dernière vidéo de Baptiste, mais c'était pas le tendon, c'était plus vraiment dans le coude, plus truc de ligament, je pense, ou quoi. Je pense pas Ouais. vraiment que c'était le Ouais, après, tendon, hein. ouais, bon, ça peut être ligament, pourquoi pas articulaire. Ouais. Surtout que vous avez fait du curl avec la barre, après, vous C'est commandez ça qui m'a fait mal, ouais. déstabiliser. Ok. Donc, la première blessure, ouais, bon, biceps distal, c'est vrai que, bon, au cabinet, pareil, j'en ai un peu. C'est pas celles qui mettent le plus de temps à partir, effectivement. Ouais. Bon, enfin, bon.
Donc ça, c'était la première. Ensuite, Ensuite, la deuxième belle tendinopathie que j'ai eue, c'était, je pense, une épicondylite ici sur cet avant-bras-là, donc l'autre. Et là, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à comment guérir, parce que c'est un truc qui traînait vraiment, quoi. Genre, ouais. ça a traîné des mois. Pendant 6 mois, j'ai quand même été emmerdé avec ça. Donc c'était vraiment Ouais, sur sinon, ça l'avant-bras, ici, vraiment le muscle, sur l'extenseur, ouais, quoi. après, ouais, tu sens, même enfin, en général, celui-là, on arrive bien à trouver, Ouais, la pareil, zone si qu'il faut, j'appuyais, quoi. je le sentais, si je contractais l'avant-bras, je le sentais. Donc heureusement, ça m'a pas trop limité dans mon entraînement de body, parce que je faisais que de la supination, du coup. Supination, Je ouais. faisais dorsaux en supination. Bon, quand j'ai vu que ça traînait, je me suis dit, putain. Et alors, Et la ça, cause de ça, à ce moment-là, ouais, en justement. fait, je voulais corriger un point faible au niveau de mes dorsaux, donc je faisais les dorsaux 2 fois par semaine. Et je pense D'accord. que faire les tractions, faire du rowing 2 fois par semaine, bon, mes avant-bras, plus les Ouais. séances biceps, Ah, c'est ça, ouais, en plus plus du reste, ouais. la séance jambes où je fais mon soulevé de terre, je pense, mes avant-bras, ils se sont dit, bon, On abandonne. ouais, et donc, là, c'est là que j'ai commencé à faire... Là, j'ai fait du traitement par le froid. À ce moment-là, je savais pas qu'il fallait faire le chaud par après, donc je faisais tout le temps du froid. Je mettais des poches de gel. Enfin, je mettais les petits pois, la fameuse technique que je donne dans la Ouais, ouais, vidéo. ouais. Et, Dans la vidéo, ouais. ouais, donc... bon, ça a fini par partir petit à petit. Hmm. Donc là, du coup, t'as fait traitement juste par le froid, et après, Le quand t'as froid, adapté ton des entraînement, massages, un peu d'étirement, mais c'était pas non plus, c'était en mode improvisé, quoi. ok. Et à Et, l'entraînement, ouais, que de la supination. Je faisais plus de curl marteau, je faisais tout en supination, c'est parti. Donc, à un ok. moment, Et ça, mais il n'y avait est-ce que pas de t'as vu? rééducation ou quoi. Ouais, ouais. Pas après comme on pourra voir pour, par exemple, ton genou ou quoi. Ouais. Et t'as réussi et t'as mis quoi, du coup, en place dans ton entraînement pour pas que ça revienne en routine, on va dire, de prévention? Tu fais quelque chose en particulier ou, Non, j'avais rien fait là. Mais c'était pas revenu. ouais, t'as arrêté de faire le dos 2 fois par semaine avec Ouais, pas ouais, trop ouais. soulever ça et c'est pas revenu. Ouais, puis après, j'ai remis le curl marteau une fois que la douleur était partie, c'est pas revenu, et puis là, c'est jamais revenu, donc tant mieux, hein. Ouais, ça, mais c'est clair. Et du coup, tu disais par rapport à la première, où t'avais pas beaucoup de connaissances en nutrition et tout ça, celle-là, t'as fait des modifications de ta Euh, diète ou Là, à ce moment-là, j'avais une bonne diète quand même, donc d'accord, ouais. c'est moins Ouais, là, diète je pense détente, que c'était c'est plus la vraiment plus surcharge au niveau mécanique. de l'entraînement. Ouais. Alors, autre Ok. tendinopathie. Après, j'ai eu ici, je pense, le supraépineux. Parce que j'avais mal, Ok. genre, en levant le bras, quoi. Ouais. Et ça, c'est une blessure que je me suis fait sur le développé couché, je pense. Parce que j'avais mal quand je faisais les pecs, quand je poussais. Et Ah, évidemment, le classique, ça. quand je faisais l'élévation du bras, genre, ça lançait même sans poids, quoi. Ouais. Surtout à froid et tout. Et ça, c'est Ça a pas, pas ouais, donc duré ça, longtemps. ouais. Bon, c'était une bonne chose. Ouais, parce que là, du coup, j'avais retiré les développés couchés. Je faisais encore les pecs, je faisais surtout des écartés. Épaules, je pouvais faire du développé haltère parce que je chantais pas hein, sur les développés haltères comme ça, je chantais pas, c'était plus les élévations latérales. Donc je pouvais encore Ok. faire de la poussée vers le haut, je faisais arrière d'épaule. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire des étirements régulièrement. Un étirement que je faisais beaucoup, c'était surtout pour le pec en fait, je m'étirais beaucoup le pec et je pense que c'est ça qui m'a aidé. C'est-à-dire D'accord. Tu faisais comment, du coup, je me mettais sur l'encadré d'une porte et je une tirais le porte, pec ouais. comme Et tu ça, venais ouais. travailler, Et ouais. je sentais que ça me soulageait vachement, et puis c'est parti. Et c'est Ok. jamais revenu. Donc je pense que c'était Ouais, plus les pecs un peu raides qui tiraient un peu trop mes un épaules. peu, ouais, ouais. Et tu faisais déjà à ce moment-là, enfin, même travail classique de coiffe des rotateurs. Ça, j'en fais jamais. Tu fais jamais. Tu veux dire, actuellement, t'en fais toujours pas? Ah non, j'en fais Que ce pas soit ça. en échauffement ou quoi? Non. Non, non. En Ok. fait, ouais, j'avais commencé à avoir mal justement parce que je les échauffais et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. En fait, Quand j'avais j'échauffe commencé à faire des rotateurs, hellfly en échauffement et puis la douleur, elle est venue. Donc peut-être je faisais des échauffements trop hardcore. ouais. Après, ouais, si tu vas ouais, peut-être trop échauffer la coiffe, puis après, ouais, si tu travailles dessus et que bon, bah, le muscle est déjà fatigué, effectivement, peut-être que Ouais, ouais. c'était c'était problématique. Mais là, du coup, l'entraînement, enfin, tu t'échauffes pour travailler les épaules ou pec ou quoi, la coiffe de rotateur, tu l'échauffes pas particulièrement au Je final. chauffe pas particulièrement. Je fais des mobilisations à vide, donc je fais des rotations de Ouais. bras, de coudes, de poignets. Et puis après, je monte super progressivement sur les charges que j'utilise. Donc bon,
Ça De toute marche. façon, ce qui concerne l'entraînement, si je dis pas de bêtises, t'as fait une vidéo sur ton échauffement. Non, je crois pas. Non, t'as jamais Non, j'ai expliqué un jamais, petit jamais peu. parlé de mon échauffement. Ah, bon bah, faudra en Mais faire une. gros, ouais, en gros, une fois que j'ai bien mobilisé les articulations, je fais 15 rotations dans un sens et 15 dans l'autre pour chaque articulation qui va être mobilisée. Après, je commence l'exercice et je monte progressivement au niveau du poids. C'est-à-dire qu'au développé couché, je vais mettre 120, mais je commence barre à vide, après je mets 40, Ouais, ouais. 60. Bah, t'agrémentes progressivement. Et je fais des séries longues au début, donc barre à vide, je vais peut-être faire 30 reps, et puis je vais faire 20 reps avec 40, et puis je pense que ça m'échauffe bien, quoi. Hmm. Non, bah, un bon échauffement, c'est déjà une bonne base pour éviter les blessures, hein, quand même. Ah, donc, Donc ça, c'était l'épaule. Donc là, on a eu le biceps, le coude, partie latérale, l'épaule. ouais. On en a une quatrième. Mais il y en a eu cinquième, il y en a 5, ouais. 50. Ah Ok. ouais, parce que j'ai eu le coup de triceps aussi, hein, ça. Ah oui, triceps, ok. Là, c'était après l'épaule. Non, le coup de triceps, c'était un peu plus récemment, c'était, là, après, c'était le quadriceps, quoi. Alors Ok. lui, par contre, c'était pas mal, quoi. C'était une Ouais, belle bah, tendinopathie. je te laisse raconter son histoire à cette tendinopathie. Ben du coup, là, je connais les facteurs avec le recul, je sais exactement d'où ça vient. Donc c'est arrivé à peu près un mois après ma dernière compète, non 2 mois après ma dernière compète de bodybuilding. Sachant qu'après ma compète de bodybuilding, donc c'était en Colmar 2019, j'ai fait une compète de powerlifting, donc avec du squat et tout, du soulevé de terre, c'est-à-dire que j'ai enchaîné 2 compètes de body, donc en décembre et en mars, où je suis resté ultra sec. Et Ouais, où c'est ça, je oui. faisais du squat, j'étais à 150 quoi, au squat, je faisais 8 reps à 150 tout le long de la préparation. Une fois qu'après la compète était finie, que j'ai pu remanger un peu plus et qu'il y avait la compète de power, j'ai commencé à monter en charge au squat comme un bourrin, parce que je voulais arriver à 190. À la compète de power, je loupe les 190. Et après j'étais tellement dégoûté, je voulais absolument voir les 200 au squat, donc je montais en charge. Et ça montait, hein. Ça montait bien, hein. Ah, ouais. Sauf que un jour je commence à avoir une gêne au genou, je me suis dit bon ça va passer la semaine prochaine. Ouais, la douleur qui va passer, en fait. La semaine d'après j'ai refait le squat, toujours la même gêne, je me dis bon. Et puis après là, la semaine d'après là, quand j'ai recommencé là, c'était mort, la douleur Là, était c'était lancée plus bon, beaucoup là. plus, ouais. Et à Ah, partir ok. de là j'ai eu mal, genre en montant les escaliers, en descendant d'un trottoir, genre comme un mec cassé. Ah, là, c'est. Et du coup, t'as adapté comment ton entraînement pour les jambes avec cette blessure? Bah là c'était vraiment galère au début. Je crois que c'est 2 semaines après, j'ai commencé à faire le gainage en mode chaise. Parce que là, du coup, Ok, j'avais appris pour faire l'isométrique et les négatives. Et je faisais ok. des négatives et de l'isométrique sur la presse à cuisse. D'accord. Et donc, ma séance jambes, c'était que ça, quoi. Après, Ok, tu pouvais progressivement... continuer de travailler les ischios. Ah ouais, ouais, je faisais les adducteurs, Ouais, les ischios, tout le reste, j'isolais. ok. Mais je faisais plus de gros exercices, là. Petit à petit, j'ai réinstauré le leg extension. En mode super léger, j'avais pas mal, donc j'ai pu refaire un peu de leg extension. J'avais quand même toujours la petite gêne au genou. Et après, je me suis dit, je vais quand même remettre un exercice polyarticulaire. Donc là, je me suis mis à faire du deadlift. Je commençais à bourriner le deadlift. Parce que du coup, je Hmm. devais pas vraiment mettre trop de contraintes sur mon quadriceps. Et ça a continué à Hmm. guérir petit à petit. Et là, Hmm, je ok. m'étirais tout le temps, le quad, les chiots, toute la zone, hein. Et là, du coup, ça va mieux? Ouais, là, ça va, là. Bah, Ok. si j'appuie, j'ai encore un peu une petite... Un petit gêne. mais bon, ça va. Pas de douleur à Là, l'entraînement. j'ai fait du squat aujourd'hui, ça allait, hein, c'était nickel. Hein. Ouais. Bon, bah, nickel. Je Bah, monte du là coup, c'est intéressant. progressivement sur les charges, mais je monte très progressivement. Ouais, Puis bah, je fais ouais, des du coup, semaines toujours où pareil. je redescends un peu, et puis Et tu après je redescends remonte. aussi, ouais. Puisque je faisais C'est aussi à ça. ce moment-là, le squat, je le faisais en mode ultra explosif, en mode haltéro, quoi. Ah C'est-à-dire oui, que je ouais. remontais, bah, je rebondissais. Ça, je pense, que c'était pas non plus le Bah, c'est top vrai que la pour le plio, tendon. c'est ce qui va être le plus contraignant Ouais. pour le tendon, là. Donc là, Surtout le en plus avec des squat, charges lourdes. j'y vais plus doucement sur ma progression en charge et je fais plus de l'explosif, quoi. Et là, ça va, hein, franchement. Ouais. On sent qu'au fur et à mesure de tes blessures, t'as
t'as mis en place des choses du coup. Première, Faut bon, tu aurais dit que s'adapter, ouais. c'était surtout à cause de ta diète. Après, il y a eu toute la partie pour ton Ah, coude automassage et glace. Il n'y avait pas encore vraiment de protocole de rééducation. Et après, pour le genou, là, en plus de tout ouais, ce que ouais. tu faisais avant, là, tu as pu mettre en place le statique. On s'en Ouais, en parle notamment dans la vidéo Ouais, sur la ouais, ouais. tendinopathie. Et un vrai protocole, un petit peu en gros de remise Ouais. en charge progressive, quoi, comme on Mais là, je suis conseille quand même au de final, faire. je suis content parce qu'au final, je suis passé d'un mec qui a de mal en montant les escaliers à là, maintenant, je suis à plus de 150 au squat à nouveau. C'est Ouais. pas encore mon Et- top parce qu'il faut le temps que la force revienne. En plus, il y a eu le confinement qui m'a complètement niqué dans ma récupération. Parce que Ouais. du coup, j'avais zéro matos et tout, donc là, ça a mis en pause un peu le squat. J'avais recommencé le squat quelques mois avant le confinement. Puis après, Mm. on a été confinés, plus de matos, donc je suis resté 3 mois sans m'entraîner. Puis après, j'ai pu recommencer à nouveau doucement le squat. Et bon, au final, je suis voilà, passé de grosses douleurs à re-squat. Ouais, plus de douleur pour monter les Ouais, escaliers, plus de douleur dans la vie ouais, quotidienne, donc c'est quoi. cool. Parce que parfois, il y en a, bah justement, j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient que ils ont mal au genou depuis 2 ans. Ah ouais, mais là, ça, ouais, Et ça peut-être commence à que faire. voilà, la vidéo sur les tendinites, là, ça va les aider. Ah ouais, bah j'espère, hein, ouais, ouais. J'espère que ça les aidera à les soulager ou à les guider dans un protocole de rééducation Ouais, ouais. à suivre, quoi. Leur donner les clés pour Parce qu'ils que je pense puissent. que mon genou, si j'avais fait en mode YOLO, je pense pas que ce serait vraiment parti aussi bien que Ouais, là, quoi. c'est vraiment une pathologie compliquée, hein, la tendinopathie. C'est Ah, long, faut faire les choses bien, faut bien gérer le stress mécanique. Et c'est vrai qu'il y a des moments, bah, ça va mieux, et puis il y a quand même des moments où on a l'impression de stagner ou quoi. ah, Donc c'est vrai que faut être patient et tout ça. Après, on retiendra que du coup, il y en a deux de tes tendinites, donc celle au coude et celle au quadriceps. Au final, c'était trop de charge en fait hein, sur le tendon, ouais. trop d'un coup. Voilà. Donc ça, pour ceux Bah, qui mon nous triceps écoutent, aussi, hein, quand j'ai eu celle après au coude, mais ça a pas duré longtemps, ça m'a emmerdé 2 semaines. C'était sur de la barre au front, hein, je sais plus pourquoi, je voulais mettre 50 kilos. je Je sais voulais plus mettre pourquoi. 55. Et en gros, après, j'ai eu mal. Je sais plus, c'était une connerie, je sais plus pourquoi j'avais mis autant sur la barre au front. C'était pas pour une photo, Ouais. parce que je fais pas exprès de mettre beaucoup de poids sur une photo. Je sais plus, c'était un truc. Ça n'a pas vraiment d'explication quoi. Ah non. Donc on a là, voilà, soit la surcharge, enfin trop de surcharge en termes de fréquence pour le coude. Bon, Ou trop beaucoup vite de en termes de charge après. force. Ouais, voilà, et puis une augmentation trop rapide de la charge, un tendon peut-être pas habitué à avoir ce type de contraintes et des douleurs. Mais ça a duré que 2 semaines, a Ouais, priori, ouais, c'est donc ça parti vite, va. ouais, c'était plus un truc réactionnel, je pense. Ouais. Ouais. Oui, première étape de tendinopathie, au final, même avec juste plus ou moins Mais repos là, ou quoi, j'avais compris la leçon, je me suis pas dit, ouais, j'ai forcé sur mon ça va passer tout triceps. seul. Et c'est là que j'ai commencé, bah en fait, la semaine d'après, je faisais de la barre au front, mais j'étais avec 15 kilos, quoi. Et j'y allais Ok, ah oui, oui, doucement, et c'est ça. ça me gênait pas, je regardais la douleur, donc c'est là... Pourtant, je connaissais pas encore le NPRS, parce que c'est toi qui me l'as appris, mais c'est là Ah que oui. je commençais, là, je me suis dit, si je note la douleur et que, voilà, j'essaye de gérer, je me suis dit, ça va aller. Et au final, ça a marché. Ah ouais. Donc, Ah bah, instinctivement, bah souvent, t'as c'était bien géré. instinctif, en fait, hein. La plupart des trucs, genre le Ouais, froid ou ouais. quoi. C'est vrai que bah, après la douleur, ça reste un guide effectivement. Hein. Faut pas, ça, voilà, faut pas forcer comme un malade sur une douleur qui est présente. Après, bah, après ça reste du bon sens quoi. Hein. Si vous Ouais, avez mal quelque part, forcez pas comme des brutes dessus ouais. en espérant que ça passe tout seul quoi. Sauf que parfois, on le sent pas, Oui, certainement. après il y a des douleurs qui passent toutes seules, donc on se dit bon bah c'est comme d'hab. Et Ouais. bon, bah le fois où c'est pas comme d'hab, voilà. C'est la blessure et après c'est chiant. Surtout tendinite, c'est long quoi. Ouais. Ça peut, enfin, je pense qu'il y en a certaines qui sont pas restées longtemps au final. Ouais. Mais voilà, par exemple, le genou, ouais, voilà, Bah, je c'était pense, ouais, le vraiment. fait d'avoir forcé 2 semaines de plus dessus, Ouais. qu'il ait Puis peut-être le sorti de la encaissé, sèche aussi. qu'il ait encaissé, ouais, des mois de sèche, compète de power, avec une Ouais. préparation à l'arrache, en mode, je monte de poids chaque semaine et puis, On voit ce on qui se verra ce que passe. ça donne. C'était tout ça qui Euh, a fait que, mais là, depuis, j'ai plus rien. Donc, voilà. Ça, c'est quand même cool. ah bah, pouvoir s'entraîner sans douleur, Plus de c'est quand même. tendinopathie, hein. Bon, le Ouais. coude, c'était une connerie, mais, S'entraîner sans douleur, c'est quand même quelque chose, voilà, d'assez plaisant. Moi aussi, pour avoir eu des douleurs,
bon, à l'épaule, c'est vrai que au bout d'un moment, ça devient un peu pénible, quoi. Ouais, S'entraîner, enfin, moi, j'ai des douleurs à l'épaule ou quand tu soulèves un poids ou quoi, ça fait mal. Enfin, un poids, même une bouteille d'eau ou quoi. ouais. Tu te demandes la pertinence un petit peu. Tu fais de la muscu pour plus ou moins quand même être en bon état. Et après, quand c'est pour utiliser son bras pour porter une charge que n'importe qui, même quelqu'un qui fait pas de la muscu peut soulever, Ah, toi t'as mal. Bon, c'est un peu c'est ça que tu te dis, bon, peut-être qu'il faut que je fasse les choses correctement. ouais. Je vais mettre une lumière parce que je suis un peu sombre. Ah. Oh, ça devrait aller un peu mieux comme ça. Oh, on te voit un peu mieux, ouais, ouais. Ouais. C'est nickel. Donc là, on a fait un peu le tour de Ouais. toutes tes blessures. Ok, bon, beau palmarès, du coup. Bon palmarès, À chaque fois ouais, que bah j'espère tu que en es sorti, là, je serai c'est tranquille. fini. Mais là, Ouais, maintenant, normalement. avec... dès que je sens une gêne, maintenant, je fais super gaffe, quoi. Dès que je sens une gêne, Ouais, j'arrête, quoi. Je me dis, bon, c'est pas pour une semaine. Il vaut mieux se dire une semaine, bon, je le fais pas, et puis que ça parte, plutôt que ouais, d'essayer de reforcer la semaine d'après pour gagner quoi au final. Au final, tu gagnes 2 mois de galère. ouais, c'est ça. Donc c'est la maturité. Ah, on va dire ça. Ok. Bah, du coup, après aussi, on s'était dit qu'on allait répondre à quelques questions que tu avais reçues Sur Instagram, ouais. sur Ouais, Instagram. parce que j'avais fait une Ok, story pour demander s'il y avait des questions ok, ou quoi. ok. Bon, je te pose des questions et puis Ouais. bah, je te laisse y répondre. Après, si j'ai des trucs à ajouter, j'ajouterai. Alors, la première, c'est. Alors, j'ai pas de nom. C'est penses-tu qu'il existe une limite d'utilisation d'un tendon en termes de nombre de répétitions, comme l'avait souligné Gundil, au niveau des épaules? Bah ouais, moi c'était ce que j'avais entendu de Michael Gundil en fait. C'est Hmm, qu'il y avait eu des recherches sur comme quoi quand tu lèves le bras autant de fois, c'était je crois 10 000 fois au-dessus de l'épaule, genre t'avais le risque de blessure qui montait en flèche quoi. hmm. Et il avait sorti des études comme quoi, ben justement les haltérophiles qui s'entraînent en lourd, qui font du coup pas beaucoup de reps, on a un invité, et qui font Ouais, pas, on a. et qui font pas beaucoup de reps, avaient des épaules au final en bien meilleure santé que un crossfitter par exemple. Un crossfitter qui va Ouais, ouais. faire en rep avec le kettlebell 1000 fois sur une séance, donc lui il épuise son crédit. Déjà moi là je pense que j'ai économisé quelques crédits en faisant la démonstration. Et donc Ouais. je sais pas, c'était un Après, truc ça. comme ça quoi, de Ok. En gros, mémoire. on peut soulever. Enfin, en gros, on a un nombre limité, bon, 10 000 ou 100 000, je sais pas. Ouais, après, Ouais, au fur et à mesure, ah, 10 000 c'est pas beaucoup, moi 10 000 tu dois ouais, c'est vite ça, ouais, 10 t'emmerder. 000. Bah, si tu fais, ouais, déjà, ou si Après c'est c'est bon, deux ça va têtes se. hein. Ouais, ouais. Mais Ok. il y avait un truc Bah, c'est vrai que comme ça, si tu lèves trop le bras, au bout d'un moment... c'est pas bon. Après, c'est vrai que, ouais, je connaissais pas du tout. Alors, j'avais déjà entendu ça, effectivement, de Gundil. Ça devait être dans un live ou un truc où il répondait à des questions, je sais pas. Effectivement, j'avais entendu ça. Après, j'ai pas les données scientifiques, mais du coup, ouais, c'est intéressant. Donc, ils ont comparé des power et, enfin, des haltérophiles et Ouais. des crossfitters. Bah ouais, ou Ok. d'autres sports, hein, mais ouais, au bout d'un moment, apparemment, l'épaule, elle aime pas trop. J'aime pas trop ça. Après, c'est vrai que le tendon au niveau de l'épaule, c'est, euh, c'est une zone où, en fait, bah, après, c'est physiologique aussi, hein. C'est une zone où les tendons, ils ont tendance à dégénérer avec l'âge. Et du coup, Ouais, à se rompre un petit peu tout seul, sans vraiment de cause, notamment chez les vieux, hein, si tu ouais, fais ouais. des au niveau des tendons, c'est pas terrible. Bah, c'est un peu aussi pour ça. Enfin, ils sont tous ensemble les tendons de la coiffe, donc c'est vrai que s'il y en a un qui pète, normalement il y en a l'autre qui peuvent prendre le relais ou quoi. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve pas au niveau du tendon d'Achille ou du tendon du quadriceps. Ah, il Les est vieux, seul ils se dans sa pètent merde. pas. Ouais, mais du coup on retrouve moins de déchirures. Enfin, c'est rare d'avoir un vieux qui se déchire le tendon d'Achille tout seul en Ouais, marchant. Bon, ça serait vraiment chiant du coup pour le coup parce que bon. ouais. Il Euh, faut y aller pour se ok. déchirer le tendon d'Achille, hein. C'est gros, quoi. Ouais, mais il y en a qui se déchirent. Moi, j'ai une patiente au cabinet il y a pas longtemps. Elle a jamais eu de douleur au tendon. Et un jour, elle faisait du basket, réception de saut, et ça a Ah ouais. claqué. Voilà. Ouais. Putain, Sans douleur annonciatrice que ça pouvait péter. Et ouais, ça peut arriver. Mais du coup, vraiment, la dégénérescence enfin, naturelle, on va dire, des tendons, au niveau de l'épaule, ça, c'est vraiment ouais. un processus normal. Après, bon, moi je dirais, parce que c'est vrai que quand on te dit tu peux lever 10 000 fois ou 100 000 fois l'épaule, je vois les mecs quand ils écoutent ça et qui
qui vont commencer à compter. Et se dire, ouais, parce que dans une séance, si tu fais du développé militaire, si tu fais du 10x10, t'as déjà fait 100. Voilà, ouais, bah en gros, c'est pour ça il disait qu'en gros, il valait mieux faire des séries courtes pour les épaules, contrairement à ce que tout le monde disait. Moi, j'ai toujours eu tendance à faire des séries assez courtes pour les épaules, donc... Développer alter, ouais, je fais 8 reps, 8, 10. Toujours été vers ces zones-là. Ouais. Après, c'est vrai que... Bah, moi, je donnerais un message d'espoir aux gens en disant que, bon, ça, normalement, ça devrait quand même relativement bien se passer s'ils utilisent bien leurs épaules. Enfin, après, les gens, ils vont psychoter quand ils vont faire des exercices. Bon, normalement, l'épaule, elle devrait quand même bien tenir. Bon, à faire gaffe, du coup, à garder ces données en tête. Après, c'est vrai qu'il faudrait savoir quel est le... Enfin, parce que du coup, dans les études, c'est vrai que faudrait que je les lise, savoir si... Juste la chose qui change entre le crossfitter et l'haltérophile, c'est qu'ils font moins de répétitions bras en l'air, ou savoir aussi que si les haltérophiles, ils sont soit mieux suivis, soit s'ils font, plus gaffe justement de la en termes de d'échauffement et tout ça. C'est vrai qu'il faut pas que je dise ça serait assez intéressant. Alors ensuite, deuxième question. Donc c'est quelqu'un qui aimerait avoir, donc j'aimerais bien un point sur l'inflammation au niveau de la gouttière bicipitale ou du processus coracoïde, au niveau des insertions proximales du biceps brachial, qui est souvent considéré comme une douleur d'épaule par sa localisation. Merci d'avance. Là, il y a les termes, là. Là, il dit... Il y a des termes, là. Il dit les termes, là. Là, il y a de l'anatomie, il y a de la physio. Là, c'est bien. Alors, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, c'est vu que c'est une douleur d'épaule au final, parce que la longue portion, elle a une fonction de stabilisation. Donc au final, c'est une douleur d'épaule, mais qui est située au biceps. C'est vrai que c'est un peu traître. C'est vrai que après c'est souvent touché le tendon bicipital. Après, moi, de ce que je disais dessus, je sais pas si t'as lu aussi, c'est que en général, si le tendon du biceps, enfin le tendon du chevron du biceps, il est touché. En général, c'est que l'épaule, il y a un truc qui déconne depuis un moment, quoi. C'est pas le tendon qui va être abîmé en premier. C'est que niveau force, au niveau de la coiffe, activation de la coiffe ou contrôle moteur de l'épaule ou quoi, ça déconne depuis un moment et en général, la résultante, c'est le cheflon du biceps qui s'inflamme, qui dégénère ou quoi. Donc je pense que si la personne elle a ça, faut pas que se concentrer sur le tendon du biceps, hein, et faire un travail vraiment global sur l'épaule. Un truc que j'avais vu pour ça, c'était en gros de se pencher avec un haltère et de faire des rotations avec un haltère assez lourd, quoi, pour soulager un peu l'humérus, la tête de l'humérus qui est dans sa capsule, quoi, et pour tirer un peu la zone, quoi. Il paraît que ça marche bien. Du coup, c'est un travail plus sur la capsule où on vient un peu décoapter, ok. En fait, tu mets un poids, tu tends ton bras, puis tu fais des rotations avec le bras tendu, et puis tu fais dans l'autre, avec un poids assez lourd au final pour tirer un peu la zone. Il paraît que ça marche bien. Ouais, après, c'est le travail un petit peu en pendulaire, tout ça. Après, pour moi, c'est vrai que pour un travail sur la capsule, pourquoi pas, distraction un petit peu. Après, en général, en fait, ça dépend pourquoi tu le fais. En général, il y a des gens qui vont faire ça pour essayer, alors plutôt de décomprimer, alors pas la capsule, mais l'espace entre le. Ouais, c'est ça, voilà. Il a comment, voilà. Après, ça c'est actuellement, c'est vrai que l'histoire de conflit sous-acromial au niveau de l'épaule, c'est un peu remis en question du coup. Est-ce qu'il y a un impact ou pas? Enfin, moi, la dernière. Il y avait une méta-analyse qui était sortie fin d'année dernière où il disait qu'au final, entre ceux qui avaient mal à l'épaule ou pas mal à l'épaule, l'espace, en fait, il y avait pas trop de variations. Ouais. Mais ça c'est tout. De toute façon, tout ce qui est actuellement, on sait que ce soit en kiné ou dans les pathologies comme ça, tout à l'heure actuelle, tout est remis en question. Ouais. De manière là, c'est dans tous les sens. Comme tu as dit dans la vidéo, au début on disait tendinite, et puis il fallait plus dire tendinite. Ouais, voilà, après c'était tendinite. Maintenant, oui, parce qu'au début il y avait de l'inflammation, après au final il disait ouais, non, il n'y a plus d'inflammation, faut plus appeler ça comme ça. Et après, il y a les études récentes, elle dit, a priori, les études récentes, elles disent qu'il y a une inflammation. Donc le terme de tendinite, il est bon. Alors, en fait, maintenant, ils utilisent tendinopathie dans le consensus
pour désigner en fait toute atteinte du tendon, voilà, tendinopathie, pathologie du tendon, comme ça on se casse plus trop la tête. Bon, moi, dans la vidéo, je disais tout le temps tendinite en général, mais bon, c'est parce que bon, on comprend le terme. Bah après, de toute façon, c'est pour ça que, c'est pour ça que je voulais dire ça au début, c'était pour pas que les gens ils soient perdus et qu'ils pensent que c'est deux choses différentes, c'est exactement la même chose, hein, c'est le tendon qui part un peu en couille, quoi. Ok, donc là, voilà, donc je relis la question pour voir si on a un biais ou du processus coracoïde. Ok, bon, processus coracoïde, c'est là où il y a. Ce que tu peux faire aussi, c'est tirer le biceps avec le pec en même temps, tirer toute la zone. C'est-à-dire, tu prends un élastique ou tu te mets sur un TRX et t'as le bras en arrière comme ça, et tu laisses aller un peu. Et ça tire le pec, le long biceps. Ça, j'ai un étirement que j'aime bien faire. Après, en plus, c'est vrai que le tendon du biceps, enfin du chevron du biceps, hein, c'est un tendon qui est quand même à la base robuste. Hein. Il est dans une gouttière. C'est un peu mal fait quand même. Ça aurait pu être mieux être fait. Il doit encaisser de la friction. Bah, en fait, il a sur sa face profonde qui est face à l'os, il a quand même une partie un peu plus comment dire, cartilagineuse, une partie un peu plus dense. C'est pas trop mal fait. Après, c'est vrai que bon, après il y a des endroits où effectivement ça pourrait être mieux, mais bon, c'est vrai que globalement c'est quand même un tendon qui est résistant. Ouais. Après, de toute façon, souvent, les gens, ils s'arrachent pas ce tendon-là, ils s'arrachent le tendon distal. Hein. En général, quand ça va pas dans l'épaule, par contre, les chirurgiens, ils le coupent des fois, celui-là. Ah ouais? Oh, t'en fous. Ouais. C'est qu'il y a deux chefs, l'autre, ça suffit. Alors, on a une autre question. Alors, bonsoir, monsieur Onche. Question du moment pour moi. Donc, j'ai une boursite. Non, ce n'est pas une burne qui pousse, mais j'ai cette merde à l'épaule. C'est quelque part une inflammation aussi à côté des tendons. Un avis, du coup, sur la boursite. Bah, je sais pas, je pense pas en avoir une un jour de bursite. Et donc, c'est l'inflammation de la bourse séreuse. Ouais. C'est toujours du coup la bourse, pour ceux qui savent pas, hein, c'est un plan de glissement, hein. Alors au niveau de l'épaule il y en a plein, au niveau anatomique, au niveau de l'épaule il y en a en grosso modo on va dire 5. Après ça varie chez les gens, elles sont fusionnées, séparées, bon, voilà. En gros boursite, c'est une inflammation de la bourse. C'est en général ça donne des douleurs au niveau de l'épaule et des douleurs même qui rayonnent un petit peu jusque sous le deltoïde, qui donnent des douleurs. Des douleurs. Donc c'est moins localisé qu'une tendinite pure. C'est moins localisé. En général, de toute façon, ça c'est ce qui distingue les deux. Hein. Pour le coup, le tendon, ça donne une douleur vraiment locale. Il n'y a pas de douleur référée, comme on dit. Et la boursite, en fait, alors du coup, au niveau de c'est vraiment une structure très innervée, hein, donc c'est très sensible, contrairement justement au tendon de la coiffe. Les tendons de la coiffe, ils sont pas tant innervés que ça, donc en toute façon, ils sont amenés à se péter, comme on a dit, donc ça paraît logique qu'ils soient pas trop énervés, sinon vous aurez des grosses douleurs. Mais en fait, en général, c'est la bourse, hein, elle a très innervée, qui donne des douleurs référées, hein, qui descendent vraiment le long de l'épaule. En gros, en général, hein, c'est dû à, c'est pareil, hein, un excès de contrainte trop vite, trop fort dessus. Après, du cœur là avec une barre olympique. Le cœur là, un bras avec une barre olympique. Par exemple. Ce genre de choses, et c'est vrai que donc douleur référée, et en fait c'est vrai que quand vous faites de la musculation, si vous passez une écho ou quoi, elle peut être un peu plus épaisse, et dans les comptes rendus ils mettent épaississement de la bourse, machin et tout, et les patients ils viennent en général quand on se dit oh putain merde ma bourse elle est épaisse et tout, c'est pas bon tout ça. En fait c'est quand vous faites de la muscu c'est normal, en fait il y avait une image, c'était un physio américain qui comparait ça à la corne au niveau des mains quand tu fais de la muscu. Et vu quand tu commences, t'as la peau qui durcit un petit peu, tout ça. Et par contre, si t'en fais trop, la peau, elle lâche et ça, t'as des grosses cloques, ça saigne et tout ça. La bourse, c'est pareil, hein. En fait, elle s'épaissit en fonction des contraintes qu'elle reçoit. Et, si il y a trop d'intensité, trop fort, là, ça s'inflamme et ça donne des douleurs. Au final, c'est bénin, quoi. C'est comme une hypertrophie, genre, elle grossit pour protéger, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, du coup, tu sollicites un tissu dans le corps, en général, le tissu, il va s'adapter. Hein. C'est comme la tendinopathie à la base, il s'adapte à la contrainte. Et après, c'est le processus derrière qui part un petit peu, voilà. Après, c'est un truc que je voudrais dire à tous ceux qui ont des douleurs d'épaule et qui tombent sur ça. C'est vrai que les tendinopathies à l'épaule ou quoi, enfin, c'est très compliqué des douleurs d'épaule parce que même en fait, quand a priori le consensus actuel, hein, il s'est classifié douleurs d'épaule, enfin. Les problèmes d'épaule en 3 types, t'as l'épaule instable, bon ça en général c'est quand t'as une luxation, pour faire simple. Bon ça on va mettre de côté. L'épaule
comment on dit, l'épaule fixe en gros qui bouge pas. Donc ça c'est capsule très précis, pareil, ça concerne C'est pas trop l'inverse du coup de l'épaule instable, quoi. C'est genre, voilà. C'est le problème de capsule. faut mettre du dégrippant. Ah bah ils ont des bonnes techniques, quoi. Ils peuvent te foutre un produit dedans, ouais, pour faire gonfler un petit peu la capsule. Il y a pas mal d'interventions qui peuvent se faire dessus. Et il y a l'épaule douloureuse, et dans l'épaule douloureuse, on va retrouver les tendinopathies, la boursite, tout ça. Ah. Après, c'est toujours pareil, le protocole entre la personne qui va avoir une tendinopathie, une boursite, en fait, ça va dépendre. Hein, c'est toujours pareil. Hein, c'est pas votre imagerie qui va dire le traitement. Hein, c'est surtout la clinique. Hein, parce qu'on peut avoir, comme on dit dans la vidéo, des grosses tendinopathies avec des gens qui ont pas mal. Des toutes petites avec des gens qui ont extrêmement mal. Et au niveau du cou, c'est vraiment particulier. Au niveau de l'épaule, c'est particulier parce qu'en fait, il peut y avoir plein de zones justement avec ces histoires de douleurs référées qui peuvent donner des douleurs à l'épaule. Il y a plein de gens, moi, qui viennent, des patients, qui viennent pour des douleurs d'épaule, sans toucher les épaules. Tu peux diminuer beaucoup les symptômes en travaillant les cervicales, en travaillant le rachis thoracique, en travaillant sur l'extension notamment. Ça peut être problème de scapula qui part pas bien en snotte latérale, les rétracteurs, les fixateurs de scapula qui sont trop faibles. Donc ça, c'est vrai que l'épaule, c'est vraiment... en fait, si vous avez une tendinopathie au niveau du supraépineux, juste renforcer le supraépineux, ça marchera a priori. Ça sera déjà un exercice, ça peut améliorer, mais ça sera peut-être pas suffisant, surtout si c'est un problème cervical. Comme j'avais eu une fois, d'ailleurs, je t'avais envoyé un message en mode au secours. En reposant les haltères, je me suis fait mal dans l'épaule, et au final, après, c'est avéré que c'était plus c'était mes cervicales, au final. C'était juste, mais c'est un coincement de nerfs bizarre, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est qu'après, en fait, de toute façon, toutes les douleurs, c'est des douleurs référentes, en fait, c'est le principe, hein, c'est comme, par exemple, les personnes qui décrivent des douleurs vraiment à l'avant de l'épaule, ou dans l'épaule, et qui pensent tout de suite à la tendinopathie supraépineux ou lombiceps. Et en fait, pareil, hein, ça peut être ce qu'on appelle les points triggers au niveau de l'infraépineux. Et en fait, juste en traitant le point trigger de l'infraépineux, tu retires la douleur à l'avant de l'épaule et au final, bon, c'est bon. Et c'est pour ça, c'est ce que je dis dans la vidéo, je crois que je le dis. Et là, je le répète, hein, si vous avez un seul muscle à traiter dans l'épaule pour faire des automassages ou des étirements, tout ce que vous voulez, hein, visez vraiment l'infraépineux. C'est le muscle clé de l'épaule s'il y en a un seul à traiter. Voilà. Et toi, Et chauffer les cervicales. Parce que tu m'avais demandé, t'échauffes le cervical? Je suis là, bah non. Et c'est con parce qu'en plus, c'est un truc qu'on apprend à l'école. Moi, au cours de sport, on faisait toujours des rotations de tête. Ah oui, des rotations au niveau de la tête. Puis toi, tu fais de la muscu, et puis t'oublies, et puis un jour, tu te retrouves dans la merde parce que t'as oublié des gestes parfois que t'as appris il y a longtemps. Et c'est un truc que je fais maintenant. Toujours les rotations, je travaille un peu la mobilité. D'ailleurs, maintenant, j'ai plus du tout de gêne. Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de muscles qui s'insèrent sur l'épaule et qui vont sur le cou. Donc, parfois, quand tu sens que t'as un côté qui est un peu plus raide ou quoi, il suffit parfois de faire des rotations de nuque et puis ça craque un coup et puis après, ça te libère ton bras. Donc ça, c'est un truc que je fais à chaque séance maintenant. J'avais eu super mal, hein, ça m'avait fait vachement mal. Ah ouais, mais oui, t'avais même ça. Après, c'est les sensations. Mais parce que t'avais eu des sensations un peu électriques, non? Je me rappelle plus. C'était, je faisais développer épaule haltère à ma première série lourde. Et quand j'ai reposé les haltères, avec le choc au sol, ça m'a fait genre un point comme ça dans l'arrière, super fort, quoi. J'étais comme ça. J'arrivais plus à tourner la tête. Tous les, de toute façon, par exemple, les trapèzes, les rhomboïdes, rhomboïdes, ça va être un peu plus bas. Mais trapèze sup, l'élévateur de la scapula, tout ça, des muscles qui s'insèrent sur l'épaule. Si tu mets une forte tension dessus, il bouge aussi les vertèbres, hein, donc les vertèbres cervicales notamment. Donc effectivement, si tu échauffes pas ou quoi, beaucoup de contraintes d'un coup, c'est toujours pareil. Hein, c'est pas bon. Mais du coup, là, pour l'épaule, franchement, c'est un cas particulier. Il faut vraiment bien exclure que ça vient pas du rachis cervical. Et voilà, si ça passe pas en vous échauffant classiquement, en renforçant, voilà. Et après des muscles aussi dans l'épaule qu'on pense pas à renforcer, mais dentelé antérieur et trapèze inf aussi en général. Bon, c'est difficile de faire des cas qui marcheront pour tout le monde, mais déjà trapèze inf et dentelé antérieur pour fixation de la scapula et la semaine latérale. Ça, en général, ça peut aider. Trapèze inférieur, tu peux les bosser. Moi, je fais au dorsaux, je fais juste parfois. Je me mets à la poulie et je fais juste la scapula, les omoplates. Je le fais pour m'échauffer et je le fais parfois en exercice pour bien abaisser. On se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de force parfois juste pour abaisser ça comparé à la force qu'on peut avoir dans les dorsaux. Ah oui, non mais c'est sûr. Puis même comparé au trapèze sup, qui est très fort. Mais de toute façon, ça j'avais vu une étude qui était passée où ils avaient
testé la force de mecs qui faisaient de la muscu au niveau du trapèze inf, et ils avaient retrouvé qu'au final, ils avaient pas plus de force que des sédentaires au niveau du trapèze inf. Donc du coup, faut le bosser. Moi, je le bosserais spécifiquement comme tu fais, soit comme ça, ou moi j'aime bien allonger sur un banc et faire des élévations, pouce vers le haut. Sinon, moi, un exercice que je faisais beaucoup quand je connaissais pas grand-chose à la muscu, mais que j'aimais bien, c'était des anti-shrugs. Donc c'est comme sur la chaise romaine, tu te mets sur une chaise romaine et puis tu remontes. Là, tu pousses pour remonter. Et là, moi j'appelais ça des anti-shrugs parce que du coup, c'est comme les shrugs, mais c'est dans l'autre sens. Et tu peux le faire en bas du corps. Et en plus, au passage, ça détend un peu tes lombaires, ça fait du bien. Donc je trouve que c'est un bon exercice de fin de séance. Sur une chaise romaine, tu te mets et puis tu remontes à la force de. Ça c'est très bien pour cibler le trapèze inf. Et après, pareil, le dentelentaire, c'est vrai que c'est un muscle, on y pense pas beaucoup. Je sais pas si tout le monde voit où il est, mais c'est un muscle qui s'insère sur les côtes, qu'on voit quand on est assez sec ici. Et pareil, lui, c'est un muscle qui vient faire de la sonnette latérale, et si lui, il bosse pas. En fait, c'est pareil, il y a 3 muscles qui font ce mouvement-là, trapèze sup, trapèze inf, dentelante, et s'il y en a un qui est moins fort, en fait, en gros, c'est l'autre qui doit compenser ou quoi. En général, c'est le trapèze sup. Et en général, les gens, ils ont mal à l'épaule et ils ont aussi mal au trapèze supérieur, en général. Forcément, peut-être qu'il est en train de bosser pour les autres. Et c'est vrai que le dentelentaire, on le travaille pas. En général, quand on fait de la muscu, on fait surtout développer couché. Et vu qu'on a les scapulas, en général, en rétraction, du coup, le dentelante, il bosse pas tant que ça. Donc c'est vrai qu'ajouter des mouvements, soit en échauffement ou dans la séance, pourquoi pas, pour travailler un petit peu sur parce que le dentelante, c'est celui qui projette l'épaule vers l'avant. À la poulie haute, tu pousses vers le bas. Ceux qui sont à la maison, qui font des pompes, il y a juste à finir le mouvement en décrochant les épaules, ça le sollicite. Déjà, si tu fais beaucoup de pecs à la poulie, d'écarter ou de développer à la poulie, du coup, t'as quand même les omoplates moins... qui vont plus bouger. C'est pour ça, parce que je ne m'entraîne pas à la poulie, mais oui, effectivement, à partir du moment où vous allez envoyer l'épaule vers l'avant, ça va le travailler. Et c'est vrai que, pareil, c'est un muscle qui a tendance plutôt à l'inhibition et du coup c'est assez important de le bosser. Donc là, pour l'épaule, je pense que on a dit pas mal de choses et je me semble qu'il y avait une autre question sur le coude cette fois-ci. Alors, cher Jonjon, je douille ma grand-mère au niveau de l'intérieur de mon coude. Ça ressemble à une douce tendinite de l'épitro, je sais pas quoi. Alors lui, comme vraiment, il a commencé à mettre les termes, mais il a pas fini. Ça tire quand je fais le dos et les triceps. Question, faut-il amputer? Donc lui, il a eu l'épitrochléite, voilà, du coup, c'est candénite, quoi. C'est plus... C'est l'autre côté que celui que t'as eu, du coup. Donc, faut-il amputer? Non, faut pas amputer. Mais, du coup, c'est un peu l'inverse de ce que j'ai eu, donc, fais que de la pronation. Fais que de la pronation, ça va partir. Et mets de la glace. Au bout de 6 mois, tu seras tranquille. Quand t'auras arrêté la muscu parce que t'as trop mal, ça sera bon. Du coup, et puis, tout ce qui va être douleur, partie médiale du coude. Donc là, on va être tout sur les muscles, donc ça, on va être plutôt à ce niveau-là. On est vraiment sur l'humérus. Je crois que j'ai un... Attends, on va voir. Je me suis dit, j'avais quand même essayé de... on sent la boule, en fait, la boule de l'os. Parce que moi aussi, j'ai des maquettes, tu vois. Donc ça, c'est un coude. Et en fait, là, on va voir la partie interne du côté de l'ulna. En fait, ça sert vraiment... Je sais même pas si on verra, en fait. Sur cette partie-là. Et on la sent quand on touche. C'est là, en fait, en gros, là, ici, il y a une pointe ici qui ressort. Il faut remonter un petit peu et en général, on tombe tout de suite sur une structure assez... En général, c'est pas très agréable de toucher en plus. Je vérifie. Non, ça va, j'ai rien. Et en fait, c'est toute la partie où on a l'insertion des muscles qui vont faire flexion du poignet, flexion des doigts, qui vont faire de la pronation. Effectivement, on a le rond pronateur qui vient ici et qui fait de la pronation. Donc là, on a... Donc, du coup, en gros, moi, je conseille déjà de travailler un petit peu tous ces exercices, tout ça, en fait. Déjà, faire de la flexion de poignet, pourquoi pas, pour renforcer un petit peu ça. C'est pareil, c'est toujours dans toutes les... Et tirer aussi, parce que les avant-bras, ça se révise, surtout les fléchisseurs. Les fléchisseurs, ça a tendance à être raide. Travailler, du coup, flexion de poignet. Pareil, flexion de poignet, en général, on voit, un coup de fléchi, mais on peut le faire aussi coup de tendu. Les muscles, ils traversent l'articulation du coude, donc ça va changer
leur course, hein, de travailler coup de fléchi ou coup de tendu, donc on peut faire les deux. Travailler de la pronation, pareil, pourquoi pas coup de tendu, coup de fléchi pour le rond pronateur. Déjà, ça, c'est pas mal. Et après, travailler la prise, en fait. Mais tout ce qui est les marches où tu as des haltères hyper lourds et que tu les as dans les mains et tout, ça, pareil, ça aide. Ou même travailler donc pour la prise comme ça. Pareil, après, pour travailler un peu différemment, tu peux prendre des disques aussi assez lourds, genre 25 kilos ou quoi, et en pincette, pareil, ça travaille d'une manière un petit peu différente. Ça. Ouais, kettlebell aussi. Ça, voilà, travail de... Ouais, aussi. Ouais. En fait, voilà, tout ce qui va solliciter la prise, en fait, hein, et augmenter la force dessus. Et après, un petit conseil aussi en plus, c'est toutes les douleurs au coude en général, surtout étudié pour la partie latérale comme toi t'as eu, parce que c'est étudié pour le tennis et tout ça, enfin tennis elbow machin. Et il disait que il faut aussi renforcer l'épaule. En fait, plus ton épaule, en fait, si ton épaule elle est pas stable, en gros, toutes les articulations distales, en fait, dans tous les mouvements que tu vas faire, elles vont prendre plus cher, en fait. Donc, du coup, il faut travailler le coude et après revenir un petit peu sur l'épaule. Bah, ça, c'est toujours pareil, un travail spécifique. Après, on essaie de remonter un petit peu la chaîne pour renforcer ça. Et voilà. Et après, bon, c'est vrai que dans les articulations dans les tendinopathies du coude, surtout l'appareil la latérale, c'est où il y a le plus d'écrits dessus. Il parle un petit peu aussi, pour le coup, des inflammations des nerfs qui passent dans la région. Et peut-être essayer de travailler un peu dessus. Hein. Pour la partie médiale, il y a le rond pronateur. Hein, donc, et entre les deux chefs, il y a le nerf médian qui passe. Peut-être que s'il y a des tensions à ce niveau-là, ça peut pincer le nerf et venir travailler un petit peu des glissements. Ça, il suffit de taper pour la partie interne. Tu tapes neurodynamique, nerf médian sur YouTube. Tu trouveras des mecs qui vont te montrer comment faire glisser les nerfs et tout ça. Très bien. Et du coup, pour ceux qui ont plutôt mal à l'extérieur, neurodynamique du nerf radial, voilà. On essaie d'aider un peu tout le monde. Je pense que sur le coude, c'est déjà pas mal. J'ai pas grand chose à rajouter. T'as des choses à rajouter, toi, sur le coude? Bah ouais, étirement, massage. En plus, c'est une zone facile. En plus, c'est pas la zone la plus embêtante à traiter. Ouais. C'est vrai, toujours massage. C'est vrai que je passe direct sur l'actif, mais c'est vrai que si t'as trop mal au début. Les fléchisseurs, ils sont fort raides. Hein. Moi, je me souviens, avant, je sentais vraiment... Genre, ma main, elle était limite fermée non-stop, quoi. Genre, j'étais limite le poing serré en marchant, tellement c'est raide, quoi. Alors qu'à la base, c'est quand même un peu relâché. Tu utilises soulevé de terre et tout ça, ça peut... Et du coup, c'est pour ça, plus t'as de tension, plus t'as de chance qu'il y ait des petites compressions qui se fassent, et c'est pour ça qu'au niveau nerveux, faut venir libérer, déjà, effectivement, étirement, massage. Là, tu libères et les étirements, ça fait du bien, les étirements des fléchisseurs, même encore maintenant, alors que je suis quand même beaucoup plus souple. Quand je les étire, moi, je le fais contre un mur, hein. Je sens vraiment la diff. Après, tu peux, c'est facile, hein, les étirements, tu peux, les fléchisseurs, dans un sens, les extenseurs dans l'autre. En général, les extenseurs, on les étire en pronation, et les fléchisseurs. Moi, je le fais contre un mur, quoi. Et les fléchisseurs, maintenant, je peux même m'abaisser un peu pour vraiment encore plus étirer, plus. Plus étirer, ouais. Et du coup, en plus, quand c'est bien fait aussi, hein, c'est que quand t'étires les fléchisseurs, t'étires aussi ton nerf médian pour le coup. Tu essaies de le faire glisser un petit peu, et quand t'étires les extenseurs, tu fais glisser ton nerf radial. Donc comme ça, en plus, vous travaillez sur le tissu mou musculaire, enfin, on va dire myofacial, et sur le nerf. Donc c'est un travail tout en un. Et pas oublier aussi d'étirer biceps, triceps au passage. Hein. Ouais. Parce que c'est toujours tirer. On repart sur au début, visez l'endroit où vous avez mal et essayez de remonter un petit peu les maillons. Descendez, remontez. Pour le coude surtout, remonter un petit peu biceps, triceps. Ça s'étire assez facilement. Et là, pour le coup, je pense que tout le monde connaît ces étirements-là. Pas trop compliqué à mettre en place. Là, il n'y a pas d'excuse. Biceps, c'est un peu moins connu, hein, pour bien étirer les biceps, c'est quand même un peu moins... Ouais, il faut... du coup, il faut que tu lâches aussi une extension du coude, et une extension de l'épaule, une pronation de l'avant-bras, si j'oublie pas de fonction. Et après, en fonction du truc, on peut aussi mettre avoir l'épaule un petit peu élevée, quoi, pour les tirer. Et ensuite, on avait une dernière question. Alors, le stress peut-il être à la base d'une tendinite? Un ami à moi en traînait une depuis 1 an et pas moyen de s'en défaire.
il avait un boulot hyper stressant et on lui a recommandé d'en changer. Il l'a fait et depuis ça va de mieux en mieux et c'est la seule chose qu'il a changé. Bah ouais, ça peut jouer, le stress, ça joue sur les hormones, sur la récupération. S'il était stressé, peut-être qu'il dort même moins bien, donc le sommeil, c'est aussi un facteur pour récupérer, donc ouais, carrément. Ouais. Après, le boulot, ça dépend, si c'était un boulot physique, s'il était déménageur... Oui, voilà. Maintenant, si c'est pas un boulot physique, ouais, même là, ça peut jouer aussi. Oui, bah après, de toute façon, le stress, hein, ça va... Dans toutes les douleurs, hein, enfin maintenant, avec les nouveaux modèles, avec les neurosciences et tout ça, le biopsychosocial, ça va rentrer dans les facteurs, comme on dit, psychosociaux, et effectivement, ça va jouer sur sur la sensation de la douleur, hein. Donc, quand on est stressé ou quoi, on peut même avoir un seuil de douleur aussi plus bas, et du coup, des choses qui seraient peut-être pas mal en général, là, vont être interprétées par le cerveau comme douloureux, et voilà. Après, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que en général, quand on a une douleur musculo-squelettique, c'est aussi, en général, même si on fait rien, qu'on va pas chez le kiné, qu'on ne prend pas en charge, le temps fait que, ça a quand même tendance, en général, à aller mieux, quoi. Ouais. L'hernie discale, si elle est source de douleur, enfin, on sait qu'elle se résorbe. Les aponevrosites plantaires, il y a des études pareilles qui montrent qu'au final, au bout d'un an, ou 6 mois, 1 an, ça part aussi tout seul sans traitement. Voilà, en général, c'est des douleurs. Donc en fait, la vidéo, elle sert à rien, quoi. Genre, ça partira tout seul. Si t'es patient, ça part tout seul. Après, ça veut dire après, tu fais moins de sport et tout ça. Bon, c'est un peu relou. Mais c'est vrai que, par exemple, sur la ponevrosite plantaire, je disais une étude où il disait, à 52 semaines, que t'aies fait de la kiné ou non, c'est pareil, quoi. Ouais. Mais si tu fais de la kiné, tu retrouves quand même une fonction un peu plus rapidement. Il y a quand même d'autres choses que juste la douleur et tout ça, mais... Puis même, si c'était un boulot qui était pas physique, ça peut être, s'il est assis toute la journée à un bureau, par exemple, ça peut être la posture. Ça peut être le fait d'être comme ça... La souris, hein, le clavier, les mecs, quand ils tapent, et que dès qu'ils arrêtent de taper, ils relèvent tout de suite les mains ou quoi, enfin... Ouais. Les informaticiens, machin... Ouais, la souris, t'as toujours la pronation avec la souris... Ouais. Puis en général, les bureaux ou quoi, ou les écrans, enfin, tout est mal foutu, donc t'as pas forcément le coude bien calé, t'as le coude à moitié en l'air. Ouais. Tu rajoutes 8 heures de posture comme ça. Ouais. Bon, la position assise, ça fait pas. La position assise prolongée, répétée de jour en jour, ça fait pas du bien. Hein, c'est vraiment mauvais. Hein. Moralité, faut être chômeur. Ouais, faut être chômeur, mais pas rester devant la play ou quoi. Il faut. Faut faire du sport, faut être sportif, moralité. Faut être sportif et chômeur. Voilà. Là, vous avez le bon combo a priori pour pas vous blesser, si vous mangez correctement. C'est vrai que là, on n'a pas fait de points sur la nutrition ou la complémentation. Est-ce que tu veux, même si on en parle dans la vidéo, est-ce que tu veux rappeler s'il y a, on va dire, si t'as 2 ou 3 règles à sortir, enfin, pour aider les gens, ce serait quoi, toi? Vitamine C et glycine, c'est les 2 nutriments, en plus c'est pas cher, c'est les 2 nutriments les plus importants, comme la glycine, c'est un des composants majeurs du collagène. Et la vitamine C, elle entre directement dans la création du collagène, quoi, dans la synthèse, quoi, donc, super important. Donc, ce serait les 2 compléments que tu recommanderais. Ah ouais, carrément, ouais. Après, il y a le peptide de collagène, mais il n'y a pas vraiment de preuve que c'est plus efficace. Hein. Moi, j'avais lu dans les études, en plus, c'est vrai que sur le peptide de collagène, j'ai pas eu grand-chose. Moi, celle que je lisais, c'était sur la gélatine. Bon, c'est du collagène. Après, voilà. Enfin, moi, je ne consomme pas de gélatine, je consomme peptide de collagène ou glycine, l'un ou l'autre. Ça marche, mais pas plus que la glycine, en fait. Ouais. De toute façon, après, la glycine, hein, c'est quasi, c'est une grosse partie, hein, du collagène, hein, c'est le plus présent, donc effectivement. Et puis qu'on manque dans l'alimentation aussi. Ouais. Parce que c'est pareil, la glycine, tu le retrouves surtout dans le collagène de la nourriture animale. Donc, alors qu'en fait, les autres principales protéines du collagène, c'est la proline, hydroxyproline et la lysine. Donc, la lysine, tu la retrouves dans l'alimentation, et la proline, elle est synthétisée à partir de l'arginine. L'arginine qu'on retrouve quand on mange des protes en tant que go muscu, l'arginine, il en peut. Oui, l'arginine, normalement, ça pose pas de problème. Donc en fait, c'est vraiment la glycine le point qui manque, quoi. Ouais, dans
sur les quelques acides aminés qui reviennent très souvent dans le collagène, c'est un des plus importants. Ouais. Après, il y a pas mal de, il y a même d'autres vertus, ouais, de la glycine et tout. Donc ça je me demande si ça aide pas aussi un petit peu à récupérer même niveau. Enfin le soir en général. Ouais. C'est ce que je faisais moi. Je trouvais que c'était pas mal. Et donc ouais, vitamine C, glycine et bah c'est déjà pas mal, hein, je pense. Après. Ouais. À côté, bah t'as le fait de soit, si t'es ultra sec, revenir à un maintien calorique pour apporter plus de nutriments. Ouais. Et ou à l'inverse, si t'es plutôt gros, gras, bah à ce moment-là, sécher pour réduire les facteurs inflammatoires et les contraintes si t'as une tendinite sur le bas du corps, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai que de toute façon, dès qu'il y a une blessure, quelque part, une vraie blessure, pas juste une douleur, mais une blessure, lésion ou déchirure, vous êtes à déchirer un muscle ou quoi que ce soit, une rupture d'un truc. C'est vrai qu'en général, ouais, il faut conseille de légèrement augmenter l'apport calorique si vous mangez pas beaucoup et puis manger des protéines parce qu'en général, c'est quand même une base du tissu qui est importante. Et puis ouais, de toute façon après, s'il y a du surpoids, c'est vrai que tous les facteurs inflammatoires qui vont être produits par le tissu adipeux, ça va. Ouais, les adipocytokines. Voilà, exactement, adipokines ou adipocytokines, ouais, qui vont. Je préfère le mot plus long, ça fait plus intelligent. C'est vrai que on essaie d'être sérieux. Faut qu'on fasse un peu scientifique, quoi. Ouais, faut sortir voilà. des mots compliqués et qu'on fasse semblant de savoir ce que ça veut dire. Du coup, maintenant, je vais dire scapula à la place d'omoplate. Ouais. Je vais dire patella à la place de rotule. C'est ça. Ulna à la place de cubitus. Tout a changé maintenant si tu veux faire. Pourquoi ils ont changé les noms, quoi. En fait, ils s'embêtaient, je pense. Ouais, mais c'était un peu plus que je crois qu'à la base, ils avaient fait un mix pour les os et je pense pour les muscles aussi. Si je dis pas de bêtises, ils avaient fait un mix entre l'origine grecque et latine des mots en fait. Ouais. Et ils ont retiré l'origine grecque pour tout remplacer par du latin. Ils se sont fait cancelled. Ouais, c'est ça. Oh, je vais pas t'attirer des problèmes sur ta chaîne. Non, mais on est libre. De toute façon, c'est vrai qu'en général, je fais pas beaucoup de vues. Bon, en général, j'ai pas bon, je veux pas de discours. Je suis assez sobre dans ce que je dis, mais bon, voilà, il y aura peut-être plus de monde. On verra dans les commentaires comment ça réagit. Ouais. Et donc, du coup, ça a changé, scapula, tout ça. Moi, j'ai appris plus avec scapula en cours, donc maintenant, c'est ce qui sort naturellement. Mais oui, la scapula, c'est l'omoplate. Mais ça fait savant, du coup, j'aime bien. Ouais, omoplate, c'est genre, tout le monde dit omoplate, hein. Enfin, même moi, je dis encore omoplate, enfin. Je sais pas. Ouais, mais parce que c'est le mot que tu connais même quand t'es petit, c'est celui que tu connais en premier. Ce qu'on a appris, même, à l'école, on disait encore omoplate, quoi. Ouais. C'est comme, tibia péroné, maintenant c'est le tibia et la fibula. Voilà, comme ça on a fait un peu. Ouais, fibula. Je savais même pas. Comme ça on fait un peu d'anat en plus. Moi c'est mon péroné, je sais que c'est péroné, je vais pas changer. Ils en ont changé quelques autres aussi au niveau du pied. Ouais, c'est bon, voilà. Du coup, tu dois, quand t'es kiné ou professionnel de santé, que tu travailles avec ça, tu dois connaître les deux, du coup, parce que tu vas voir parce que du coup, les médecins avec qui tu bosses, moi, ils sont dans là où je travaille, ils sont vieux, donc du coup, sur les ordonnances ou les comptes rendus de radio ou quoi, t'as les anciens termes, donc faut un peu tout connaître. Ok. Bon, je crois je sais pas ça fait combien de temps qu'on discute là, mais je pense que presque 1 heure, je pense. Bon ça sera la vidéo la plus longue de ma chaîne. Ouais. Là, je fais des vidéos de 5 minutes. Bon, du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, que ce soit sur ton expérience, sur une des questions qu'on a abordées, quoi que ce soit d'autre? Tendinite, il faut être patient. C'est la clé. C'est-à-dire que si t'as une gêne, il vaut mieux te dire, la semaine prochaine, je vais passer à autre chose, je vais éviter là où j'ai la gêne, et puis après ça part, t'es content, tu peux repartir. Être patient dans ce sens-là, et puis si jamais tu t'es mis dans la sauce avec une douleur qui traîne pendant des mois, faut être patient aussi pour revenir progressivement. Et pour regarder la vidéo, du coup, sur ta chaîne aussi. Ah bah oui. Évidemment. De toute façon, je l'ai faite avec toi, donc c'est le fruit de...
Ouais, là, c'est vrai qu'on a bien bossé. Ouais, mais c'est ça, de toute façon, on va faire attention. Et puis, même au contraire de forcer dessus, il y a plein de gens qui ont une tendinite et qui se disent, bon, repos, glace, on attend ce qui se passe. Et ouais, l'inverse n'est pas bon non plus. Hein. Là, le truc, ça va vraiment être la remise en charge progressive de ça. Ouais. Et en plus, si tu peux compléter ça par les conseils nutritionnels qu'on aborde dans la vidéo, je pense que tu as quand même là quand même pas mal de leviers pour améliorer ta douleur. Hein. Surtout si tu fais rien en termes d'adaptation de ton entraînement et que tu as une diète un peu pourrie, tu as quand même des leviers sur lesquels bosser, ça peut quand même, quand même bien aider, je pense. Hein. Franchement. L'avantage de quand on fait de la muscu, c'est que bon, celui qui arrête d'entraîner un muscle où il a un tendon douloureux, bon, en général, tu continues de faire le reste parce que t'as pas envie de fondre, donc t'apportes quand même des petites contraintes, t'as de la circulation. Donc, ça c'est déjà bien. Faut pas qu'il y ait des gens qui s'arrêtent. Alors que le mec qui fait du tennis, qui a l'épicondylite et puis qui après fait plus de tennis parce qu'il a mal et qui fait plus rien. Ouais, en général, ouais, t'as le schéma classique que je vois, moi c'est j'ai une tendinite, donc je fais repos glace. J'attends 3-4 semaines que ça passe. Du coup, t'as un tendon complètement désadapté. Il dit bon, j'ai plus trop mal parce qu'il a pas joué au tennis. Si on joue au tennis, bah le tendon est désadapté, donc ça repart. Ouais. Il se dit bon, j'ai pas attendu assez longtemps. La prochaine fois, j'attends 6-8 semaines. Et il fait ça. Et puis c'est la boucle. À la fin, il vient. Ça fait 1 an qu'il a mal et c'est toujours pas passé. Donc allez. Dès que vous avez une douleur qui ressemble à une tendinite, bon bah voilà, faut tout de suite essayer de laisser, voilà, comme tu as dit, tu vois si ça passe sans forcer dessus, et si ça passe pas, bah commencer à mettre toutes les stratégies en place. Puis l'avantage c'est que les stratégies, ça permet de conserver une bonne partie de sa masse musculaire et de sa force, le temps de la récupération, quoi. Voilà, surtout la force, parce que comme ça, la reprise, une fois que ça sera bon, elle sera plus simple que bon, si vous avez rien fait ou puis ça évite de fondre, quoi. Si t'as une tendinite au biceps, par exemple, si t'as quelqu'un qui s'entraîne plus depuis 2 mois les biceps, qui peut déjà reprendre avec de l'isométrique pendant une semaine et puis reprendre un peu en HSR, d'office il va récupérer vite des sensations et récupérer. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et, du coup, par moins force, effectivement, mon muscle, le tendon, il a pas enfin, du coup, ça change tout, quoi. Hein. Franchement, de faire ça. Hein. La morale, c'est que bonne nouvelle, quand on a une tendinite, on peut encore s'entraîner lourd. Même pas n'importe comment. Voilà. Voilà, pas n'importe comment. Voilà. Et après, c'est vrai que tous les protocoles qu'on entend glace repos, hein, je crois que c'est quand même des choses qui datent des années 1980. Hein, donc, il y a quand même des choses qui ont été faites depuis l'excentrique, je crois que c'est les années 90, on va dire. Donc, il y a quand même. Voilà. C'est assez récent. Et là, HSR et tout ça, c'est plus récent. Hein. Même, c'est vrai que d'autres techniques, enfin, HSR avec, ça on en avait pas parlé, mais après ça commence à être plus complexe et tout ça, mais avec des stimulus visuels ou auditifs, en fait, sur lequel, par exemple, quand tu fais ta rep de 3-4 secondes, tu l'as fait en suivant, par exemple, un décompte qui va te compter avec toi, enfin, ou qui va envoyer un signal, qui va t'aider à compter, et c'est tendon, neurotraining, tout ça, pareil, c'est intéressant. Mais là, du coup, dans ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est quand même assez actuel et tout ça. Donc, je pense que ça sera pas mal. Ok. Bon, je pense qu'on a dû faire le tour là de tout ce qu'on avait. Ouais, c'était pas mal. Hein. Ce qu'on avait à dire. Hein. Du coup, merci d'être venu sur ma chaîne, sur ce podcast. De rien. Puis merci de m'avoir aidé à faire la vidéo sur les tendinites. Pas de problème. Sans quoi, moi j'aurais parlé de conflit sous-acromial. Pour le conflit, du coup, j'en profite pour faire une pub. J'ai fait une vidéo où j'explique un petit peu tout le pourquoi du comment. Voilà, un peu que ça n'existe pas. Hein. De toute façon, pour l'histoire à la base, hein, c'est que celui qui a mis en lumière un petit peu ce conflit, hein, c'était un chirurgien, hein, et du coup, il t'a montré la patho, donc le conflit, et lui, il te vendait l'opération qu'elle allait avec. Conflit d'intérêt. Voilà. Les jeux de mots sont puissants, c'est toujours puissant. Un an après 1 heure de podcast, énorme. Et voilà. Donc, du coup, je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que. En fait, c'est peut-être pas le facteur primaire. Voilà. Après, dans certaines études, il y a pour les douleurs d'épaule, hein, sur PubMed ou quoi, si vous cherchez des trucs, faut taper de toute manière le mot conflit, hein, sinon vous trouverez quand même moins de choses. Mais voilà, c'est peut-être plus un petit facteur qui va te contribuer à ça que le facteur primaire de la dégénération des tendons et tout ça. Enfin, voilà. Mais ça, comme on a dit dans la vidéo sur les tendinites, c'est toujours multifactoriel, quoi. Tu vas avoir une part de génétique, puis une part de
je m'entraîne un petit peu trop. Puis une part de ça, et puis une part de je suis un peu raide, et puis voilà, quoi. Puis c'est le cocktail qui fait que j'ai à quelqu'un qui a un travail stressant, et puis t'as tout pour avoir mal. Ok. Bon bah du coup, Ouais, c'est nickel. je te dis salut, et puis bah salut à tous, et puis j'espère que ça vous a plu surtout. Ouais, bah ouais. Salut à tous. Salut à tous, à bientôt.